Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le patron des patrons, le président du MEDEF. Demain, le Premier ministre présentera son plan de résilience sur les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine. Quelles attentes, quels outils très concrets pour faire face? On va les développer ensemble. Mais je voudrais quand même qu'on commence par planter le décor. Inflation à la hausse, prévision de croissance à la baisse. Et d'ailleurs, tellement incertaines ces prévisions de croissance que pour la première fois, la Banque de France est incapable de trancher. Elle a posé sur la table deux scénarios. Un scénario avec une croissance haute à 3,4% et une croissance qu'elle dit dégradée si les circonstances s'empirent encore à 2,8%. Au moment où on se parle, vous qui êtes consulté par tous les patrons de France, vous seriez plutôt sur les scénarios optimistes ou pessimistes? Je vais dire la vérité, je ne sais pas. L'incertitude est totale entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie d'un côté et ce qui se passe en Chine avec la reprise du Covid. Mais pardon de dire ça, je pense que ce n'est pas le plus important. Même si, évidemment, des points de croissance, c'est du pouvoir d'achat, c'est la vie quotidienne des Français. Ce qui se passe quand même à l'est de l'Europe est plus grave. Et c'est pour ça que nous, quelles on soutient... qu'en soient les conséquences. D'une certaine manière, quelles qu'en soient les conséquences, si vous voulez, on ne peut pas dire la croissance à tout prix ou le PIB à tout prix, le pouvoir d'achat à tout prix. Je pense qu'il faut se rendre compte que c'est l'avenir de nos démocraties qui se joue là-bas, que c'est un pays, l'Ukraine, qui est attaqué, que l'état de droit est piétiné. Et c'est pour ça que nous, on soutient les sanctions européennes et américaines, Quand vous dites on quel qu'en soutient soit le les prix, sanctions, d'une certaine manière, pour nos économies. c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que quand vous entendiez hier matin mon invité à ce même micro, c'était le ministre des Affaires européennes qui disait qu'il y avait encore un nouveau champ de sanctions supplémentaires qui allait être mis en place, avec notamment eh bien, une nouvelle forme de protectionnisme aux frontières, avec peut-être des approvisionnements, notamment en aluminium, qui allaient être coupés. Tout cela aura des conséquences pour les entreprises françaises. Pas grave? Enfin, pas grave. Si, elles sont graves, mais elles sont légitimes et nécessaires. Nos valeurs, si vous voulez, au sens de nos valeurs démocratiques, n'ont pas de prix. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est aussi l'intérêt des entreprises à long terme, parce que l'économie de marché a besoin de l'état de droit. Si vous ne savez pas du jour au lendemain si un gouvernement peut nationaliser, peut envahir un pays, vous comprenez bien que sur le très long terme, c'est très mauvais pour l'économie. Donc une fois qu'on a dit ça, oui, elles auront des conséquences. Nous, on a fait une estimation autour de 1 point de PIB, donc on n'est pas très loin du scénario, entre guillemets, plutôt bas de la Banque de France. Ça va aussi dépendre de la durée du conflit. Je pense qu'on est parti pour une guerre longue. Moi, je ne suis pas devenu spécialiste depuis quelques mois des conflits militaires, mais tout ce qu'on comprend, c'est une guerre longue et un conflit de type guerre froide larvée pendant longtemps. Donc, il faut s'y préparer. Et oui, il y aura des conséquences économiques. Elles seront plus fortes sur la Russie, plutôt autour de 10 points de PIB. Mais il ne faut pas se tromper, la Russie sera résiliente. Elle résistera à ce type de sanctions. Et il y aura évidemment des sanctions contre-sanctions, des répercussions et bien des sûr. sanctions qui seront prises par la Russie vis-à-vis de nous. Sur ces questions des conséquences, elles sont effectivement très concrètes parce qu'il y a à la fois la question des exportations et la question des importations, la question des pénuries éventuelles, la question aussi des hausses des prix de l'énergie. Pour tout cela, le plan de résilience que nous a promis le gouvernement, il sera développé demain. Vous avez été consulté avec les autres syndicats. Pour vous, quelle doit être la priorité? Qui aider en priorité? Alors, il y a 3 niveaux de conséquences. La première, c'est effectivement pour les exportations. Objectivement, c'est assez faible. Évidemment, les entreprises qui étaient très présentes en Russie souffrent, mais c'est assez faible quand on regarde la macroéconomie. Après, il y a le problème de ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire ceux qu'on importait de la Russie, notamment matières premières et en métaux. Alors, je ne vais pas vous citer des métaux un peu rares, mais le titane, par exemple, est très précieux, très nécessaire pour l'aéronautique. La Russie fournit 40% du titane pour l'industrie aéronautique européenne. Il faut trouver des approvisionnements alternatifs. Il y a l'acier, il y a l'aluminium. L'acier un peu moins, l'aluminium très fortement, mais il y a aussi des métaux encore plus rares comme le palladium. Donc il va y avoir des perturbations. Il va y avoir des chaînes de production arrêtées, qui vont être à l'arrêt. Exactement. En nautique, peut-être en automobile. Donc ça, c'est l'aspect intrant. Exportation, intrant, ensuite on va rentrer Et le dans les troisième, détails, c'est l'énergie. Alors l'énergie, ça touche tout le monde. L'énergie, c'est vous, c'est moi, c'est pour aller travailler, mais c'est aussi toutes les usines qui sont ce qu'on appelle énergo-intensives, c'est-à-dire où l'énergie compte beaucoup, qui risquent de ne pas pouvoir travailler, mais c'est aussi les pêcheurs.
qui ont besoin du gazole et le gazole au-dessus de 2 euros, évidemment, ils ne peuvent plus sortir. Donc, par rapport à ça, nous, on n'est pas sur une logique de demander de nouveau le quoi qu'il en coûte. Il faut être le plus ciblé possible, avoir des critères objectifs pour aider les entreprises qui sont concernées. Il y a plusieurs mesures qui sont dans les tuyaux, notamment le retour. Laquelle à votre faveur ? Il y en a plusieurs et je crois qu'il faut les utiliser toutes. Allons-y. Il y a le fait de remettre le chômage partiel pour les entreprises qui sont obligées de s'arrêter, parce qu'on est vraiment dans un cas entre guillemets, de force majeure. Il faut peut-être réfléchir sur le PGE. Vous savez que le prêt garanti par l'État arrive à échéance de paiement. Or, il y a des entreprises qui vont probablement souffrir, qui ne pourront pas. Nous, il y a 3-4 mois, on était beaucoup plus optimistes parce qu'on voyait toutes les entreprises qui étaient en mesure de rembourser. On parlait d'un taux de défaut de 2 ou 3%. Et vous, aujourd'hui, vous Je ne sais pas quoi vous dire. Honnêtement, ça va être localisé, ciblé sur ces entreprises. Mais une entreprise qui est à l'arrêt pendant 3 mois parce qu'elle ne reçoit plus de... On ne peut pas rembourser le prêt. Je n'ai pas cité tout à l'heure, mais le noir de carbone. Le noir de carbone, ça permet de faire des pneumatiques, figurez-vous. C'est ce qui fait que Michelin est obligé de s'arrêter. Alors, Michelin n'a pas de problème de PGE, mais il y a des sous-traitants dans toute la chaîne. Donc, pas de quoi qu'il en coûte, mais des aides ciblées avec les outils qu'on connaît pour donner... Et puis, à plus long terme, quand même, il y a un sujet de souveraineté. Moi, vous savez, en 2018, quand j'ai été élu, j'ai créé une commission souveraineté économique au MEDEF. Et c'est vrai que ça fait lever quelques sourcils. Parce que le mot souveraineté économique pouvait paraître... Ça ne va pas tout à fait avec le libéralisme affiché d'un certain nombre de patrons. Ça pouvait paraître un peu protectionniste. Il n'empêche qu'on s'aperçoit que pour certaines matières premières, pour certains intrants, on est trop dépendant. On l'a vu avec les semi-conducteurs en Chine, on le voit maintenant avec certains métaux avec la Russie. Vous preniez l'exemple à l'instant du noir de carbone dont on a besoin pour faire les pneus, qui arrive principalement d'Ukraine et qui, de fait, du coup, n'arrive plus. Vous disiez à l'instant l'aluminium. Dans les différentes propositions que vous mettez sur la table, dans les différents outils qui vont être à votre portée, il y a, vous le disiez, la question du chômage partiel. Le chômage partiel, est-ce que vous demanderez à ce que les 15% qui habituellement sont encore à la charge des patrons lorsque l'usine est à l'arrêt dans les paiements, est-ce que vous demandez à l'État de les prendre en charge ? Non, il faut revenir au système qu'on avait donc vous sous le prendrez Covid. À votre charge ? Oui, face à une crise comme ça, tout le monde doit faire des efforts et donc il est assez logique qu'on garde le même système qu'on avait sous le Covid. Ça ne résout pas tout, quand même, parce qu'on peut faire 3 mois de chômage partiel, mais à un moment, il faut retravailler. Et donc, la priorité des industriels aujourd'hui, c'est de trouver d'autres sources d'approvisionnement ailleurs dans le monde, peut-être plus chères, parce qu'évidemment, le marché Ça veut dire aussi que ça aura un impact sur le prix ensuite auquel ils vendront tous leurs produits. Un mot juste pour nos salariés, parce que vous savez que 80% des salariés viennent travailler en voiture. C'est vrai que j'allais y venir. Et avec un gazole ou d'ailleurs l'essence au-dessus de 2 euros, ça devient très compliqué. Nous, on a beaucoup de demandes de gens qui nous disent donnez-moi de quoi indemniser. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, le prix du baril est retombé en dessous de $100 et donc, normalement, à la pompe, ça devrait redescendre. Ça monte et ça descend avec une telle rapidité qu'on ne sait pas où il sera la semaine prochaine. Ça fait le yo-yo et puis ça reste, même si ça redescend de 20 ou 30 centimes, on est quand même sur un prix... Est-ce que les patrons doivent prendre davantage en charge ? En tout cas, ce qu'on a demandé... Le trajet. Ce qu'on a demandé, c'est un système qui permette, avec un système défiscalisé, sur une base volontaire, de donner un coup de main à nos salariés qui prennent le plus leur voiture, enfin en tout cas qui sont les plus éloignés. Aujourd'hui, c'est sous forme d'une prime, donc elle est fiscalisée, elle est socialisée, donc l'effet n'est pas bon. On peut imaginer un chèque carburant ou une prime qui permette de dire de manière temporaire et volontaire. Mais un chèque carburant qui ne viendrait pas de l'État, qui viendrait des patrons qui pour leurs employés. Sur une base volontaire et pour leurs employés. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on discute. Il faut qu'on essaie de stabiliser un peu la situation pour voir où va le prix de l'essence, mais on sent quand même qu'il y a des gens pour qui ça coûte cher d'aller travailler en réalité. En fait, vous voudriez que l'État puisse vous aider face à ceux qui vous disent ça n'est plus intéressant pour moi de venir travailler, ça me coûte de venir travailler. Me coûte peut-être pas, mais enfin en tout cas le rapport entre ce que je touche en salaire et le coût de prendre ma voiture pour 30 ou 40 km tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas une autre important. réponse plus simple qui serait d'augmenter les salaires ? Oui, mais vous savez que l'augmentation des salaires, qui est en train d'être, puisque là les négociations sont en cours, elle a un effet évidemment nulé, parce que chaque augmentation de salaire, c'est des charges sociales en plus, c'est des impôts en plus, donc l'effet direct et immédiat sur la feuille de paye est évidemment pas le même. C'est pour ça que je fais quel est le niveau de l'augmentation. Bruno Malherbe, les salaires, on peut les augmenter pour autant que les marges augmentent. Or, tout ce qu'on vient de décrire, c'est que malheureusement, il y a une compression des marges. L'État va montrer l'exemple avec le dégel du point d'indice. Oui, on a découvert ça ce matin. Voilà. Il se trouve qu'on est à un mois de l'élection, donc nous, on n'a pas d'élection. Vous voyez, le patron, il n'est pas réélu tous les ans, donc il augmente les salaires en fonction de ce que le compte d'exploitation permet. Vous ne pouvez pas faire Noël à moins d'un mois des élections. On ne peut pas faire Noël à moins d'un mois des élections. Par contre,
les négociations ont lieu. Moi, c'est très difficile de donner une moyenne aujourd'hui parce que il y a tous les cas de figure et des entreprises qui se portent bien. Il y en a, heureusement, qui ont pu faire des gestes assez significatifs avec une inflation qui est forte. Geoffroy Roux de Bézieux, quand vous dites, au fond, nous, nos valeurs font qu'on soutient, quoi qu'il arrive, les sanctions qui vont être prises, même si elles ont des conséquences. Certains secteurs ont décidé carrément de fermer leurs boutiques quand ils en ont à Moscou. C'est le cas notamment du secteur du luxe, mais il reste de grandes entreprises françaises. Le luxe est sanctionné. Le luxe est sanctionné. Exactement. Donc finalement, de toute façon, à un moment, ils auraient fini par être eux-mêmes dans les sanctions. Mais il y a encore des grandes entreprises françaises qui sont présentes en Russie. Total Énergie, Danone, Société Générale, Safran, Leroy Merlin, Auchan, Decathlon, Bonduelle, j'en cite les principales. Est-ce qu'elles peuvent décemment rester ? Oui. D'ailleurs, c'est ce que nous demande le gouvernement. Je vais dire pourquoi. Auchan est présent en Russie et en Ukraine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont des salariés russes. Il y a 160 000 salariés, alors pas d'Auchan, mais de l'ensemble des entreprises françaises. Ils n'ont rien demandé, ces gens-là. Ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin d'être payés. Et notre responsabilité en tant qu'employeur, c'est d'abord de payer nos salaires. C'est d'ailleurs très difficile avec les sanctions dites SWIFT pour envoyer de l'argent en euros puisque le à nos salariés. Système bancaire est effectivement à l'arrêt. Les citoyens russes, ils ont besoin de se nourrir. Donc Auchan est ouvert en Ukraine, Auchan est ouvert en Russie, et c'est pareil pour les entreprises françaises. C'est facile, si vous voulez, pour certaines sociétés américaines qui ont 10 employés, Netflix ou autres, dire je ferme, se donner le beau rôle. Nous, notre responsabilité d'employeur, c'est d'aider nos salariés et les consommateurs russes à se nourrir, qui ne sont pas responsables de cette guerre. Mais il y a aussi des entreprises suédoises, Ikea, H&M, espagnoles avec Zara, qui ont fermé, qui ont pris la décision de fermer. Écoutez, en tout cas, nous, on suit les recommandations de notre gouvernement et il ne nous demande pas de fermer. Je pense que notre responsabilité employeur, c'est de ne pas de fermer. Il y a cette question aussi d'un impôt de guerre, c'est comme ça qu'on commence à l'appeler, une forme de taxe supplémentaire, notamment sur les grands distributeurs pétroliers. Est-ce que vous vous dites que ça, oui, si Total, par exemple, est mis à contribution pour essayer de récupérer un peu d'argent ici en France et financer cette aide, ce plan de résilience ? Je ne sais pas si le mot impôt de guerre est particulièrement bien choisi, parce qu'il n'y a pas de guerre en France, heureusement. Mais si vous voulez, à partir du moment où les profits de Total augmentent, ce qui est le cas, enfin ce qui a été le cas en 2021, ce qui j'imagine sera le cas en 2022, les impôts augmentent. Ce que personne ne comprend, c'est que les impôts, alors les taxes sur les carburants augmentent massivement. C'est l'État qui récupère l'essentiel de l'augmentation des prix, et les impôts que paye Total, c'est-à-dire les impôts sur les sociétés, augmentent aussi. Bah, c'est mécanique, c'est-à-dire plus ils gagnent, plus ils payent. Bien sûr, et ça marche dans les deux sens. Donc si on commence à augmenter les impôts de manière plus que proportionnelle quand les profits augmentent, il faut faire la même chose dans l'autre sens. Le jour où il y a une entreprise qui perd... Je veux bien qu'ils augmentent aujourd'hui les taxes, mais dans ces cas-là, qu'ils les baissent demain. Voilà, ça n'a pas de sens. Non, alors ce qu'a demandé le gouvernement, c'est un effort volontaire sur les prix. Vous avez vu de, je crois, 5 centimes aux distributeurs. Pas complètement simple à organiser, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, et comment on fait la ristourne, eux, ils font 15 centimes et ils encouragent en effet les distributeurs à faire 5 centimes. Je ne sais pas très bien comment, parce que là, tout ça, ça a été annoncé. Maintenant, on est en train de voir comment ça va se mettre en place. Pas complètement simple. Mais vous y seriez plutôt favorable, enfin, si vous aviez le choix de dire... Oui, bien sûr. Mais vous savez, il y a un effort de solidarité. On n'en a pas parlé, mais vis-à-vis des réfugiés, on est en train de monter beaucoup d'opérations d'accueil des réfugiés qui sont prêts à travailler. Donc les entreprises françaises... c'est les patrons. Les entreprises françaises, oui, sont solidaires. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises de la tech qui ont rapatrié des salariés d'Ukraine, puisqu'on avait pas mal de salariés dans l'informatique en Ukraine, pour les faire travailler en France. L'Union européenne a mis un espèce de système de visa, de travail, de permis de travail immédiat pour les Ukrainiens. Donc, il y a beaucoup de mesures de solidarité. La ristourne de 5 centimes peut en faire partie. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il pourrait y avoir des primes exceptionnelles pour tenter d'aider les déplacements, le coût des déplacements qui est augmenté, là pour le coup dans les propositions non pas du président ou du Premier ministre, mais du président candidat Emmanuel Macron, il y a l'idée de tripler ce qu'il avait appelé la prime Macron. On en est très heureux. Nous, on est... Je rappelle simplement ce que c'est pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. À la fin des Gilets jaunes, il avait permis aux entreprises de faire une prime de 1 000 € défiscalisée et sans charge. Il propose que s'il est réélu, cette prime puisse être de 3 000 €. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Ça faisait partie de nos propositions. Il y a un système très vertueux en France qui s'appelle participation intéressement, mais qui couvre que 50% des salariés. En gros, tous les plus de 50 salariés, pardon, toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Dans les plus petites entreprises, un patron, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde, il va voir son expert comptable à la fin de l'année, il regarde qu'est-ce qu'il a gagné comme argent et il distribue. Et ce système de prime Macron
prime patron ou prime Pépin a très bien marché. La déplafonner, c'est-à-dire la mettre à 3 000 € est une très bonne idée. Est une très bonne idée. Et Ouais. vous pensez que les entreprises auront Elles les s'en moyens de le faire? saisiront. Mais évidemment, C'est pas un moyen aussi un peu détourné de ne pas avoir à augmenter les salaires? Non, parce que quand vous regardez les statistiques de cette année, elles ne sont pas encore sorties, vous aurez les deux. Ne serait-ce que parce que l'inflation met une pression à fort. Puis il y a une chose que vous commencez à voir, c'est que au fond, le marché de l'emploi s'est retourné. C'est un marché d'offres et de demandes. Et aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, j'étais hier avec une femme qui dirige une entreprise de chauffeurs routiers. Elle me disait, moi, pour recruter un chauffeur routier, il pose ses conditions. C'était déjà difficile avant la crise et ça l'est vous encore avez raison, aujourd'hui. ça l'était. Là, c'est devenu très difficile. Donc, les salaires augmentent. Alors, évidemment, pas assez, mais ils augmentent en fonction des marges des entreprises. Et la prime vient en plus récompenser une bonne année qu'a fait l'entreprise. Puisque vous évoquiez à l'instant la question de l'emploi et de certains secteurs qui, on le constate, ont énormément de mal à employer, c'est le cas du secteur des transports. Pour autant, l'emploi privé aujourd'hui se porte bien, voire même très bien en France. Est-ce que vous avez peur de conséquences qu'on puisse commencer à voir, que ça freine un tout petit peu ces emplois? Ça revient à votre question sur la croissance, c'est-à-dire comment sera l'année 2022. Je reste pour le moment, et avec ce qu'on voit des mesures et des sanctions qui sont prises et des conséquences mondiales, sur une année de croissance 2,4, si on fait la prévision basse de la Banque de France, ça reste une forte croissance comme quand on regarde l'histoire de nos 10 dernières années. Et donc l'emploi devrait continuer à monter, enfin on devrait continuer à avoir le chômage baissé, mais plus modestement que ce qu'on a pu voir l'année dernière. C'est le fameux million d'emplois qui avait donné Vous aviez lieu... des pins. Il y avait des pins, on s'était moqué de nous. Mais il est là, le million d'emplois. Il est même largement dépassé. Simplement, comme toujours, quand on prend des mesures en économie, ça met plusieurs années à avoir un effet. Geoffroy Roux de Bézieux, la retraite à 65 ans, ça aussi, c'est une des propositions du président candidat. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce que vous soutenez? Oui, alors, c'est une mesure d'abord difficile, il faut le dire ce qui est. C'est la mesure la plus difficile pour les Français, parce que pour beaucoup de gens, travailler au-delà de 62 ans, c'est difficile. Il y a des métiers où c'est difficile. Mais il faut dire la vérité, on a choisi tous collectivement en 1945 de faire la retraite par répartition. Ça veut dire que c'est les actifs, les salariés qui payent pour les retraités. Et il y a de moins en moins de salariés. La pyramide des âges n'est pas la même qu'en 45. Et d'ailleurs, entre parenthèses, plus le chômage baisse, plus on résout en partie le problème. Mais ça ne suffira pas. Donc il faut faire cette réforme. Nous, on dit depuis le début, depuis d'ailleurs 2018, que le système par points n'est pas une bonne idée, trop compliqué, qu'il faut faire une réforme là, pour le coup, 65 simple, ans. à 65 ans, juste en prenant en compte les gens qui ont commencé à travailler tôt, les métiers pénibles, et progressive, c'est-à-dire on ne peut pas brutalement passer de 62 à 65 ans. Nous, on aura un effort à faire, nous les entreprises, sur l'emploi des seniors. Parce que la retraite à 65 ans, si on est au chômage, évidemment, ça n'a aucun impact. Évidemment, financièrement, ça n'a pas d'impact. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Les pays d'Europe du Nord, vous savez que l'Allemagne est à 67, donc les pays d'Europe du Nord ont trouvé des solutions, y compris pour des métiers, disons, plus exposés physiquement. Donc, il faut y travailler collectivement. Et ce qui est bien, si vous voulez, c'est que les candidats se déclarent avant. Parce que le problème de la réforme 2017, c'est que le président Macron n'avait pas parlé. Donc, il n'y a pas de légitimité pour le faire. Le fait qu'ils mettent ça sur la table maintenant, ça vous paraît un peu plus honnête. Que les autres candidats le disent, chacun, je crois, s'est prononcé. Il me semble, tous les candidats se sont prononcés. Les Français voteront en connaissance de cause. Geoffroy Roux de Bézieux, je ne pensais pas vous interroger sur le Covid. Je pensais que c'était derrière nous. Ouais, moi aussi. Certes, on a enlevé le masque dans les entreprises, mais vous l'évoquiez dès le début. Il reste une incertitude quand on regarde du côté de la Chine, avec le reconfinement de certaines parties de la Chine. Est-ce que vous êtes inquiet de ce point de vue-là ? Il y a deux questions. Il y a qu'est-ce qui va se passer si la Chine reconfine ? Et effectivement, il y aura des impacts sur les chaînes logistiques. Ça va, j'allais dire, ajouter à l'incertitude qu'on connaît sur, au fond, le commerce mondial. Puis il y a une question un tout petit peu plus lointaine, c'est est-ce qu'on va encore avoir des vagues Covid ? Alors là, moi aussi, je ne suis pas autoproclamé expert médical, mais tout ce que j'entends, y compris des gens de Sanofi, c'est que oui, il faut se dire qu'il y aura d'autres vagues, mais que simplement elles sont de moins en moins dangereuses et que peut-être il faut accepter de vivre avec cette maladie sans reconfiner, sans remettre des protocoles sanitaires. On a cette semaine, enfin depuis lundi, plus de protocoles sanitaires en entreprise. On fait toujours attention. Finalement, c'est comme d'autres épidémies. Petit à petit, on apprend à vivre avec. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, d'avoir répondu très concrètement à mes questions ce matin. Vous êtes donc le président du MEDEF. Je vous demandais si vous étiez plutôt sur la version optimiste ou pessimiste. Vous refusiez de répondre, mais enfin, on a quand même compris que pour l'instant,
Vous tabliez quand même sur un point de moins que les prévisions de croissance initiales. Merci à vous.